l'école. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver en espérant que vous avez passé une excellente semaine. Heureuse pour moi de vous retrouver dans 7 jours en Martinique. On fera ensemble, comme on dit, un coup de ziébadé avec cette fois Alain Alfred qui est en charge au niveau de l'adjoint au maire à la ville de Fort-de-France, en charge de tout ce qui tourne autour de cette dynamique qu'on retrouve dans des écoles, la famille, des enfants. Également, et puis aussi toute la dynamique autour de Fort-de-France, puisque oui, un adjoint est... Et adjoint de partout et voilà. Sur tout sujet. Même si on a une délégation qui nous oblige à travailler davantage segment de l'activité municipale. Voilà, particulièrement donc, sur tout ce qui tourne. On arrive déjà pratiquement à la fin de l'année scolaire. Dieu que ça passait vite. Oui, l'année scolaire touche à sa fin dans quasiment 2 mois. Alors, bon, il y a eu des innovations à la ville de Fort-de-France, puisque nous sommes passés à l'ère du numérique, qui n'est pas encore totalement effectif sur les écoles, dans la mesure où il faut encore former les enseignants à la prise en main de l'outil informatique, mais chacune des écoles de Fort-de-France est désormais dotée de moyens numériques pour les enfants, pour que dans la classe, sans bouger, que les enfants puissent travailler en interactivité avec la maîtresse, avec des outils modernes, simplement des ordinateurs tactiles et portables. Nous avons vu ce que les enfants, même de maternelle, peuvent faire avec cette affaire-là. C'est extraordinaire. C'est vraiment, lorsqu'on les voit agir avec, on se dit vraiment, nous sommes en train de préparer nos enfants au monde de demain. Alors, il est vrai également qu'au niveau de la ville, vous œuvrez énormément sur les infrastructures. Il y a eu ce petit bémol, on va dire, mais peut-être incompréhensible, sur la fermeture de l'école de Rivière-Laure. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Vous avez trouvé un terrain d'entente en ce qui concerne l'école, la proximité de Saint-Joseph. Est-ce que c'est une école CACEM aujourd'hui? Non, c'est une école de la ville de Fort-de-France. Les écoles primaires élémentaires et maternelles sont sous l'égide des maires. C'est la responsabilité des maires. Ils ne peuvent s'en départir, mais simplement nous avons trouvé des solutions pour permettre la survie de l'école. Alors, il s'agissait pour nous de gérer le problème des effectifs, parce qu'il faut savoir que depuis les 3 dernières années, nous perdons environ 400 enfants dans les écoles de Fort-de-France. Sur l'ensemble de la Martinique, on parle de 1500 enfants par an, 15 000 enfants donc sur 10 ans. C'est ça la réalité de la baisse. C'est très problématique. Et c'est une problématique qui est beaucoup plus profonde qu'on ne le croit. Et je crois que tout un chacun devrait se pencher sur cette difficulté. Absolument. C'est cela la question. Que deviendra l'économie martiniquaise avec moins de monde? Le monde vieillissant. Que deviendront nos aînés avec moins de... Que deviendrons-nous? C'est de nous dont il s'agit. Avec moins de jeunes autour de nous, des jeunes qui partent, qui ne reviennent pas, parce qu'en réalité, il n'y a pas de perspective. Et si nous perdons des populations comme c'est la tendance actuelle, les jeunes qui partiront ne reviendront pas, parce que leur champ de perspective ne s'ouvriront pas à la Martinique, c'est tout simple. Alors nous avons une vraie responsabilité quant à la fois le repeuplement, mais enfin la bonne gestion de cette affaire. Alors, s'agissant de l'école de Rivière-Laure, mais aussi d'autres écoles, il s'agit de mettre en adéquation les moyens avec les besoins réels. Et nous sommes dans une problématique, dans une dynamique de diminution des dotations, des moyens alloués aux politiques publiques. Donc il nous faut faire, d'ailleurs en allant vers la modernité, ce qui demande des moyens supplémentaires. Il ne s'agit plus aujourd'hui simplement de donner la craie, l'éponge, de s'occuper du bâti. Il faut donner l'informatique et les meilleurs moyens. Ça nous a coûté 450 000 € cette affaire-là, pour équiper 54 écoles. Il y en a combien? Il y en a, alors nous avons un peu plus de 50, alors c'est 12 ordinateurs par valise, en plus de celui du maître. Du maître, oui. Mais certaines écoles, parce qu'il y a un projet particulier et un financement aussi en accompagnement, la ville n'était pas tout seule sur ce coup-là, il y a certaines écoles qui sont équipées jusqu'à 3 valises. Donc 3 fois 12. Ça dépend de l'effectif de chaque établissement, pratiquement. Non, ce sont des écoles qui sont sur un projet particulier. Et en fait, un projet de liaison des écoles du réseau concerné avec le collège, un vrai
vrai projet pour que les enfants soient suivis et qu'ils aient des pratiques informatiques depuis le primaire jusqu'au collège, et cela dès l'abord. Là maintenant, ils sont déjà en train d'être en interconnexion entre l'école et le collège. Donc les enfants sont vraiment dans un réseau, dans un monde où ils apprennent l'utilisation de l'informatique. C'est leur monde, hein, soyons. Vous, les enfants de maternelle, vous leur donnez une tablette, ils vous apprennent comment faire. Oui, ça c'est sûr. Vous leur donnez une tablette, un smartphone, ils vous apprennent comment faire. Absolument. Et puis les grands chantiers également, on voit par exemple sur Gaudissart, du côté de Florial, la reconstruction également, très bel outil qui est en train de se construire. De l'école maternelle qui sera livrée là, à la rentrée prochaine. École beaucoup plus moderne, qui va vous permettre de recentrer les choses, mieux agencer et de répondre à des besoins d'aujourd'hui. Risques sismiques, mais aussi les nouvelles méthodes de fonctionnement des écoles. Faut savoir par exemple que nous avons une dynamique actuelle. Nous avions déjà entamé cela à la ville de Fort-de-France autour des classes que nous appelions les classes passerelles. Nous étions un peu les rares à avoir ça, c'est-à-dire des classes qui prennent des enfants de très très bas âge, hein, au-deçà de 3 ans. Aujourd'hui, les bébés. Alors, les classes passerelles, c'est un dispositif très particulier parce qu'en fait, les parents également sont accompagnés. Absolument. Il y a de l'apprentissage à la parentalité et on prend là des très jeunes parents. Il s'agit vraiment de leur permettre de rentrer à la fois dans la vie du parent, mais aussi dans la vie professionnelle, ce qui n'est pas leur cas à l'âge où ils font les enfants. Alors, par contre, nous avons désormais 50% des classes dites fléchées, c'est-à-dire des classes de tout petits, 50% des classes fléchées de l'académie. Donc ça, c'est un équipement particulier, c'est une prise en charge particulière. Ce sont des bébés, ce sont de vrais bébés dont l'enseignant, qui doit avoir une formation particulière, doit prendre la charge, mais aussi les personnels de l'école qui sont à côté, qui doivent accompagner, ils doivent avoir une formation particulière. Le mobilier est lui-même spécifique. Donc voilà, c'est une dynamique particulière. Là aussi, c'est une invitation à la population à venir voir ce type de classe passerelle. Et à faire des enfants. Faites des enfants, pour voir comment ils sont pris en main. Mais pas trop tôt quand même. Hein? Pas trop tôt, mais faites des enfants. Et aujourd'hui, les femmes font environ... Les familles font moins de 2 enfants. Les choses sont difficiles. On ne recouvre pas, il n'y a pas de recouvrement de... Il faudrait peut-être des primes à la parentalité. Renouvellement de la population. Des primes à la parentalité, peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il faut mettre des primes derrière chaque chose, mais bon, il faut s'occuper de façon générale des gens. Il faut que les gens soient à leur aise. Quand il y a de l'espoir, quand les gens arrivent à se projeter, eh bien, ils arrivent à croire au lendemain et ils croient en un lendemain pour leur enfant. Alors, ça tombe très bien, Alain Alfred. On rappelle que nous sommes dans l'actualité, tout ce qui s'est passé cette semaine. Et le premier sujet que nous allons voir ensemble, c'est la mobilisation, on parle d'enfants, mais là ce sont des plus âgés, des élèves du lycée Schellcher sur cette démolition, où je vais, où je ne vais pas, qu'est-ce qu'il y en a, qu'est-ce qu'il n'y en a pas. Sauf que les élèves aussi se mobilisent pour leur avenir. Et on regarde cette mobilisation des élèves du lycée Schellcher. Plusieurs élèves du lycée Schellcher se sont mobilisés ce matin afin d'obtenir des réponses en ce qui concerne leur avenir. Des poubelles et des palettes ont été installées devant les différentes entrées du lycée Schellcher. À travers cette mobilisation, les élèves inquiets souhaitent obtenir des réponses. Où seront-ils à la rentrée prochaine? Que se passera-t-il? Une délégation de lycéens a été reçue par la rectrice d'académie et Sylvia Saïsoutane, conseillère exécutive de la CTM en charge de l'éducation. On a rencontré la rectrice et Madame Saïsoutane de la CTM. Alors ils nous ont apporté des informations, mais c'est vrai que leurs informations sont toujours floues. Et aujourd'hui, donc, on peut dire qu'on sera mis au lycée Joseph Gaillard, entre le lycée Joseph Gaillard et le lycée Bellevue, mais on ne peut pas vous apporter plus d'informations. Bien, elle reste floue puisque les choses ne sont pas terminées, c'est-à-dire que la commission technique se réunit encore demain. Les choses ne sont pas encore claires puisqu'il reste encore des détails, comme le CDI, des détails, je choisis mes mots, le CDI, le réfectoire, les espaces communs, les sanitaires,
il nous reste encore des points à éclaircir, donc nous ne sommes pas rassurés. On va vers le moins pire, comme disait Mme Saïsoutane ce matin, mais nous ne sommes pas encore rassurés puisque la situation n'est pas encore clarifiée. On se replace entre les deux lycées. On nous a montré un projet, donc c'est-à-dire que ils n'aiment pas quand nous élèves on emploie ce terme-là, mais pour moi c'est un dispatchement. On sera dispatché vraiment, parce que nous en fait l'objectif aussi de la grève, l'objectif c'était de garder l'entité et la communauté Shellshare. Et c'est vrai que par rapport au projet, quand ils nous ont montré le projet, c'est vrai que l'entité est gardée, mais la communauté Shellshare est totalement perdue. Elle est dissoute. Voilà. Elle est dissoute puisque nous sommes vraiment répartis dans 3 blocs majeurs qui sont à la fois sur Bellevue et à la fois sur Gaillard. C'est une organisation selon eux qui est optimale, c'est-à-dire que il y avait d'autres scénarios qui étaient beaucoup plus pires. On va parler comme eux ils parlent, c'est comme ça qu'ils parlent. C'était vraiment des situations qui auraient été très difficiles pour les élèves qui auraient eu à se déplacer entre les bâtiments. Donc après, ils cherchent des solutions, comme par exemple pour notre salle de théâtre. Ils vont avoir une convention avec l'Atrium. Ils s'arrangent, ils essaient de trouver des solutions, mais la chose reste... C'est flou, comme je vous disais. Voilà, jusqu'à maintenant, c'est flou, voilà. Les inquiétudes restent donc pour l'instant sans réponse. La communauté scolaire du lycée Shellshare craint de se retrouver déplacée et éclatée sur plusieurs lycées. Voilà, Alfred, la mobilisation des élèves du lycée Shellshare. Oui. Alors, j'ai envie de dire d'abord que leur mobilisation est légitime. On a là des enfants qui ne sont pas des casseurs, ce sont des enfants qui se projettent, ce sont des jeunes qui sont en devenir, ce sont des jeunes pour lesquels on veut faire. Mais il ne faut surtout pas faire sans eux. Il faut peut-être les associer. Et ils se sont rappelés à nos bons souvenirs. Et j'en suis assez fier de ces jeunes-là, parce que je suis moi-même du lycée Shellshare. J'ai fait pratiquer le lycée Shellshare. Et je veux simplement rappeler que le lycée Shellshare, c'est l'histoire. C'est l'histoire de la Martinique. Le lycée Shellshare, c'est le premier lycée. Le lycée Shellshare a été instauré par le Conseil général de la Martinique à l'époque. Et c'est l'histoire d'une volonté des Martiniquais. C'est donc l'histoire. Alors, on me dira l'histoire des bâtiments, mais c'est l'histoire de l'institution. C'est vrai qu'à la faveur des déboires du lycée, la tentation peut être grande de faire disparaître le lycée. Je parle de l'institution. Les bâtiments aussi ont un intérêt. Les bâtiments ont un intérêt parce que c'est l'histoire. Alors, je ne sais pas si un peuple peut se construire, peut se projeter, s'il n'a pas des racines, s'il n'a pas une histoire, s'il ne sait pas d'où il vient, s'il ne revendique pas ce qu'il est. Et le lycée Shellshare fait partie de l'histoire de la Martinique. C'est une volonté martiniquaise avant même que l'école soit laïque et obligatoire en France. Il y a eu ici à la Martinique des volontés qui ont précédé ce qui a été mis en place par la suite par Jules Ferry sur la France hexagonale. C'est une volonté, c'est l'histoire. Et si on ignore cela, si on veut passer une gomme sur cela, on a une difficulté quant à la manière de construire notre conscient, notre histoire collective, notre vécu collectif, notre personnalité. Et tout un chacun sait que je suis assez personnellement attaché à ce qui est la personnalité martiniquaise. En gros, ce qui constitue la nation, c'est ce qui est constitutif de la notion de nation, qui est pas seulement un ensemble de personnes, mais c'est aussi une histoire, un vécu, une culture. Et il me semble que le lycée Shellshare participe de cette volonté d'exister des Martiniquais. Bien, un autre sujet ? La grève de la CTM, il y avait aussi un rassemblement à la maison des syndicats. On a vu que jusqu'à maintenant, puisqu'on rappelle que la grève est suspendue à l'heure où nous parlons. Qu'en est-il exactement ? On regarde ce sujet, on se retrouve juste après sur cette grève de la CTM. Le mouvement de grève des agents affiliés à l'intersyndicale de la CTM se poursuit aujourd'hui.
Cette deuxième semaine de grogne démarre sans réelle avancée des négociations. Les 3 rencontres de la semaine dernière ont avorté et les syndicats regrettent de ne pas parvenir à rétablir le dialogue avec la présidence de la collectivité territoriale de Martinique. Ils réclament toujours le maintien des postes des contractuels qui sont amenés à disparaître. Nous, on est toujours dans la situation de créer des conditions les plus favorables à la discussion. Pas dans l'affrontement. Ça ne nous sert à rien de faire de l'affrontement. Le dialogue social, si on parle de dialogue, ça veut dire qu'on échange. Ça ne veut pas dire qu'on s'affronte. Il faut échanger sur les problèmes qu'on a. Et je crois qu'aujourd'hui, nous voulons faire preuve de méthode. Nous avons mis nos moyens. Là, on a fait la grève sur les établissements où les personnels sont implantés. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on a fait la grève sur les établissements où les personnels sont implantés. Maintenant, il semblerait qu'il y ait une volonté de chercher une possibilité d'entrer dans une négociation. On nous a transmis un message pour nous dire qu'il est nécessaire de faire un pas, de débloquer les établissements. Nous avons appelé tous nos camarades qui sont sous les piquets de grève, sous les établissements scolaires. Nous avons demandé de libérer tous les établissements scolaires. Ce qui est fait. De son côté, le président du conseil exécutif, Alfred Marie-Jeanne, appelle à la reprise des discussions dans un climat serein. Voilà, donc la grève de la CTM, on rappelle que cette grève est toujours dans les négociations de certain nombre de contrats. Alors concrètement, quel regard portez-vous à Alors là encore, j'ai envie de dire qu'il y a là une attitude extrêmement responsable de la part des syndicats. Moi, je crois qu'on a là des syndicats qui, parce qu'il y a des problèmes qui se posent, simplement, il me semble de notoriété publique que des personnes ont été remerciées, des personnes ont reçu des appels leur disant que leur contrat était de façon un peu à bout d'ailleurs, était clos, qu'il ne serait pas renouvelé. J'ai d'ailleurs entendu beaucoup de choses concernant les titulaires, les non-titulaires, les contrats, les CDI. Bon, tout cela est possible dans le cadre de la fonction publique. Il y a des possibilités d'être en CDD, être en CDI et d'être des titulaires de la fonction publique. Cela existe. C'est vrai qu'il faut résoudre tout cela, mais dans un terme donné, il ne faut pas faire croire non plus que d'un coup de baguette magique, tout est possible. Alors, moi, j'ai vu une attitude très responsable de la part des syndicats à vouloir le dialogue, à vouloir résoudre le problème de leur mandant. C'est légitime, une fois de plus. Maintenant, il me semble que le dialogue, lorsqu'il y a un patron, des employés, le dialogue, c'est véritablement ce qui doit être recherché et il n'y a que cette voie de sortie. Mais en tous les cas, j'ai envie de dire que dès lors que, quelles que soient les raisons pour lesquelles ça a pu se produire, dès lors que les gens ne comprennent pas ce qui leur arrive, on ne peut pas imaginer qu'ils restent les bras croisés, et surtout s'ils sont nombreux à ne pas saisir ce qui arrive. Donc moi j'appelle à ce que le dialogue revienne. Je sais qu'il est entamé, j'espère qu'il produira ses meilleurs effets. Parfait. On change de sujet quand même. On va dans toute autre chose. C'était l'action handicapable. C'était donc au collège de Dillon. Que s'est-il réellement passé dans ce handicapable? Vous allez voir, parce que tout est capable. Pratiquement. Il n'y a pas d'handicap dans ce qu'on a envie de faire. Oui. Dans le cadre de la continuité école-collège, l'action handicapable a été mise en œuvre au collège de Dillon 2 ce lundi 18 avril. Ce projet handicapable a pour objectif général de promouvoir l'épanouissement personnel et la construction de l'autonomie de tous les élèves au sein d'une école inclusive. Les élèves de Bélé-Tourelle A, Ulysse et CM2 et les élèves du collège Ulysse et 6e étaient rassemblés autour d'ateliers sportifs encadrés par les professeurs des écoles et du collège. Les élèves en situation de handicap et leurs camarades
camarades ont pu ensemble coopérer pour lancer sauter, courir et partager. L'idée, c'est qu'on essaie de mettre en place des choses qui sont adaptées aux enfants, donc handicapés, des activités physiques qui ne sont pas très éloignées de celles que font les enfants qui ne sont pas porteurs de handicap, mais qui ont l'avantage ici de se faire rencontrer des enfants sur des activités qui ont été pensées pour eux en fonction de leurs possibilités. Une journée comme ça, c'est une journée où les enfants ont travaillé les fondamentaux au niveau de l'activité physique, sauter, courir, lancer, au niveau de l'athlétisme. Et c'est une journée riche parce que les enfants se sont confrontés de manière très amicale et ça a été fait avec une certaine convivialité. Il n'y a pas eu d'agressivité, bien au contraire. Donc apprendre en s'amusant, c'était l'objectif de la matinée ce matin. Aujourd'hui, j'ai compris l'activité qu'on a fait pour les handicapés. C'est la première fois. J'ai compris qu'il faut agir moins brutal sur les handicapés. J'ai appris que quand il y a des difficultés, comme aujourd'hui, on a fait les courses de relais, les sautes, tous ces jeux d'aveugle, ça m'a appris qu'aujourd'hui. C'était de prendre le ballon avec la main, de prendre les bras tendus, et puis il faut courir le plus vite que possible. Oui, c'est un petit peu fatigué, mais pas beaucoup. J'ai bien lancé le ballon, je suis tombée, et lui il est plus rapide que moi. Donc je me suis dit que je fais l'encouragement. C'était bien, et on ne fait pas ça tout le temps. Bien souvent, on ne les voit pas, ces élèves-là, ou bien on fait semblant de ne pas les voir. Et le fait qu'ils les mettent en situation avec des élèves qui peuvent les aider et qui voient leur situation de handicap, mais qu'ils peuvent travailler avec eux en même temps, ça donne une autre dimension à cet atelier et à cette action. Et moi, j'estime qu'il faut véritablement la pérenniser. De prochaines rencontres, 17 mai et 13 juin, sont prévues afin de poursuivre l'action, de la partager et de l'étendre à toutes les écoles du réseau et favoriser le lien social entre tous les élèves, quel que soit le handicap. Allez, il n'y a pas d'handicap, on ne parle pas de ça là. On ne parle pas de ça. Tout le monde c'est moun, comme dirait Momo. Mais c'est fondamental ce qui est fait là. Alors là, nous sommes sur le réseau d'éducation prioritaire. Ce sont justement ceux-là qui sont équipés d'ordinateurs. Et vous voyez qu'ils ont pris l'habitude de travailler ensemble. Les écoles qui sont rattachées au collège et le collège. Donc on mélange les enfants et on leur apprend des choses. Il faut savoir que sur ce réseau, les écoles, les élèves, il y a des élèves de Baie des Tourelles qui sont justement en intégration dans l'école, qui sont porteurs de handicap. Qui sont porteurs de handicap particuliers. Et c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il s'agit de former les enfants là au regard bienveillant sur tous leurs concitoyens. C'est fondamental. Il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a beaucoup de bonne volonté dans ce pays. Bravo à ces personnes qui prennent en charge ces enfants-là dans la dynamique dans laquelle ils le font, avec la volonté et l'objectif qu'ils ont. Et puis aussi bravo aux enfants. Bravo aux enfants, bien évidemment, parce que vous les voyez, ils sont heureux d'apprendre, d'être dans une dynamique vertueuse. Ils sont heureux. Il faut leur donner des perspectives aux enfants. Il faut leur donner des perspectives, sinon ils en trouvent, sinon ils en auront, et pas forcément les bonnes. Absolument. Allez, on change. C'était cette fois à la prison de Ducos. Nous allons à Ducos où il y avait l'exercice de simulation de prise d'otage. Comment qu'ils ont pu gérer cette prise d'otage à l'intérieur même de la prison? C'est ce reportage que nous regardons. Cet exercice, c'est un exercice obligatoire annuellement. Donc nous ne comprenons pas pourquoi aujourd'hui, plus que les autres années, elle est médiatisée autant. Mais nous avons compris, il faut que l'opinion publique martiniquaise, il faut que les autorités publiques et les autorités politiques qui ne cessent de dénoncer cette situation, il faut aujourd'hui les rassurer. Donc on les rassure, on fait de l'affichage, mais ça ne règle rien au problème de sécurité du centre pénitentiaire de Ducos, au problème des dizaines et des centaines d'agressions dont sont victimes les personnels qui exercent une mission de sécurité publique régalienne au nom de l'autorité de droit, et ça ne règle rien au problème de sécurité entre détenus à l'intérieur, et ça ne règle rien au problème de surpopulation carcérale. C'est de la poudre aux yeux, c'est une opération d'affichage médiatique. Il faut rassurer les autorités politiques, le président de l'exécutif territorial qui demande aussi des comptes, et c'est normal. Il faut rassurer les élus politiques et députés et autres. Il faut rassurer les autorités politiques qui viennent en Martinique dans le cadre d'une campagne
campagne électorale et qui sont soucieux de la sécurité de la population martiniquaise. Donc on fait de l'affichage. Tout autant que cet exercice est nécessaire et obligatoire, pour autant, la sécurisation du centre pénitentiaire de Ducos, qui subit des frappes extérieures toutes les nuits et régulièrement, n'est pas solutionnée. C'est des armes artisanales, c'est des armes réelles qui sont balancées par-dessus les murs et récupérées par le détenu. C'est de l'alcool, c'est de la drogue, c'est tout un certain nombre de produits illicites qui rentrent. Et donc la sécurisation des cellules, la sécurisation de cette zone pénitentiaire qui pose problème n'est pas encore à l'ordre du jour. Donc il faut la solutionner. Nous ne sommes pas dupes de cette opération. On veut aussi rassurer le ministre de la Justice, M. Jean-Jacques Urvoas, qui sera présent en Martinique fin juin, début juillet, pour inaugurer le nouvel hébergement. Oui, le ministre, c'est normal, il faut qu'il soit présent, mais il faut que les moyens de sécurisation du centre pénitentiaire de Ducos puissent se faire. Et il faut que, concrètement, la promesse de deuxième établissement de 500 places faite par Mme Taubira, précédemment ministre, soit aussi concrétisée et réalisée dans les meilleurs délais. Alors, une simulation qui a été faite, et puis le point de vue d'un responsable syndical sur cette simulation, quand on connaît également les difficultés, ils l'ont dit déjà en amont, les difficultés qu'ils rencontrent dans les prisons de Ducos, trop pleines, pareil que les autres, quelles que soient les régions de France. Tout à fait. Je crois qu'il faut agir absolument sur cette problématique-là. Il faut absolument, et le syndicaliste a raison, a juste raison d'interpeller également là-dessus. Mais cependant, ne soyons pas exclusifs. Il faut aussi se préparer à toute éventualité. Et donc ces exercices, quand bien même il puisse s'agir d'affichage, je n'en sais rien, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais cela me semble nécessaire et indispensable que les services se préparent à tout moment. Je rappelle tout simplement qu'encore récemment, des prisonniers, un prisonnier tout particulièrement, s'est échappé de la prison de Ducos. Qui n'est toujours pas retrouvé, apparemment. Qui n'est toujours pas retrouvé. Donc, tout peut arriver. Nous ne sommes à l'abri de rien. Et donc, il faut se féliciter de tout exercice qui a vocation à préparer les hommes à la gestion de situations difficiles et compliquées. Mais cependant, c'est vrai que la grosse problématique, c'est sans doute la surpopulation. Et là, le syndicaliste a juste raison de s'adresser à sa hiérarchie. Voilà. Alors, le dispositif guichet automatique pour les aveugles, c'est bien sûr le Crédit Agricole qui a mis ça en place. Ça, c'était mardi, ça se passait. Qu'en est-il exactement? Où il se situe? Comment que ça fonctionne? Là aussi, c'est une très belle, peut-être, avancée pour tous ceux qui sont porteurs d'handicap sur l'acuité visuelle. C'est dans une démarche citoyenne que le Crédit Agricole Martinique-Guyane s'est engagé en proposant un dispositif aux malvoyants et non-voyants. Une réunion d'information a eu lieu ce matin au Lamentin au siège de la structure et les représentants des associations Amédave et Agir sans voix ont pu découvrir le nouveau relevé braille et les derniers équipements vocaux déjà disponibles sur ces automates. Je trouve qu'il y a quand même un peu de sécurité et puis la manipulation se fait impeccable. C'est très explicite puisque à l'aide du casque, on entend tout comment il faut faire. On nous explique les choses et puis on le fait. Et on connaît l'emplacement de la mise de la carte pour mettre la carte, introduire la carte dans l'appareil, où il faut brancher le casque, où il faut appuyer pour récupérer les sous, où il faut prendre le reçu. Donc j'ai apprécié beaucoup. Vanessa Nérial nous donne ses impressions sur le relevé braille. Le fait de pouvoir prendre en compte justement qu'on puisse avoir accès à ces informations par le biais du braille, c'est très important parce qu'il y a le numérique qui se développe, mais il y a le braille également, donc je trouve que c'est une bonne implication. Actuellement, il y a certaines personnes qui sont obligées de faire appel à un tiers pour pouvoir contrôler certaines choses, mais il faut savoir que les personnes ne sont pas forcément disponibles au moment où on en a besoin. Donc à ce moment-là, la personne qui pratique le braille peut, quand elle veut,
en toute confiance, contrôler elles-mêmes, comme n'importe qui, son relevé. Pour une personne malvoyante, comment effectuer seul un retrait au distributeur? Il faut qu'il se fasse connaître donc, à un conseiller. Donc il va au plot, au guichet, il indique qu'il est malvoyant, qu'il souhaite faire un retrait avec sa carte. Et le conseiller donc, va l'accompagner devant l'automate pour lui présenter, lui décrire l'automate. Donc lui montrer où est le clavier, où est le branchement du casque. Et le client pourra donc brancher son casque et à partir de là, le conseiller le laissera seul et autonome pour faire son retrait. De quoi rendre plus autonomes les déficients visuels. Voilà donc une autre avancée qui est importante. Absolument. C'est une grande dynamique, cette dynamique de mise en conformité par rapport aux personnes porteuses de handicap. D'ailleurs, il y a une mission à la ville, détenue d'ailleurs, l'élu en charge de cette délégation, c'est Madame Blacodon, Christiane Blacodon. C'est une dynamique importante, parce que bon, nous sommes tous potentiellement porteurs de handicap. Il faut qu'on le sache, et de quelque handicap dont il s'agisse. Ça peut nous arriver à tous. Et donc, c'est bien que notre société sache évoluer et aller vers le souhaitable. J'ose espérer, ça je n'en ai pas la certitude, que les billets eux-mêmes que les malvoyants sortiront peuvent être reconnus d'eux-mêmes. Je ne sais pas, j'imagine, j'espère, je ne me suis jamais penché. Parce que c'est vrai que s'ils peuvent désormais faire toutes les opérations eux-mêmes, il faut qu'ils sachent reconnaître, toucher le billet qu'ils ont eu pour que, si contestation il y a, ils puissent faire les choses directement. En tous les cas, qu'ils puissent s'en rendre compte. Mais c'est une avancée considérable que de permettre aux gens d'être libres de leur mouvement. Parfait. Mercredi, c'était du job vacances. On va au Gros Monde, ça vous plaît? Ça me plaît, voilà, on va au Gros Monde avec la MILSEM, la mission locale qui réunissait donc des partenaires pour le job vacances. Ils étaient nombreux, les jeunes originaires du nord de la Martinique, à s'être présentés à l'opération Job Vacances organisée par la mission locale du Nord. Durant toute la matinée d'hier, au gymnase du Gros Morne, des jeunes du Morne Rouge, de Saint-Pierre ou encore de Bellefontaine ont rencontré des employeurs ayant des besoins de recrutement. Les jeunes ont pu directement se positionner pour des offres d'emploi et passer sur place des entretiens d'embauche. Ce matin, c'est des jobs, les employeurs ont des choses à proposer, ils viennent, ils disent on va remplacer des salariés et on veut à la limite tester ces salariés-là sur une petite période et si ça fonctionne, on va peut-être garder ces gens-là pour après. Donc j'ai plein de gens qui sont venus avec des offres pour le long terme, qui me disent on essaie déjà comme ça, on va voir, mais si ça fonctionne bien avec le jeune, eh ben, pourquoi pas ne pas le garder pour la suite, quoi. Les jeunes présents ont fait preuve d'une réelle motivation face à de potentiels employeurs. Ils ont mis en avant leurs compétences. Ils saluent cette initiative qui tend à faciliter leur insertion professionnelle. Premièrement, je suis étudiant, donc je recherche plus un job de vacances. Mais comme je suis en fin d'études, donc un job de vacances qui peut me permettre d'aller plus loin. Donc un contrat d'avenir ou un travail pour l'avenir. Je suis venu pour des jobs vacances, aussi peut-être pour trouver un avenir dans le métier de technicien. Maintenance. Je suis venue ici dans le but de chercher un job pour les vacances et je trouve qu'il n'y avait pas assez de choix. Qu'il y ait plus de choix plus par rapport aux filles. En tout cas, je trouvais qu'il y avait plus de domaines qui intéressaient plus les garçons que par rapport aux filles parce que il y avait plus de trucs d'ouvriers agricoles, maintenance BTP et pour les filles c'était un peu restreint par rapport au choix. Donc c'était plus pour ça. Pour les employeurs, l'opération Job Vacances présente de nombreux bénéfices, entre autres de rencontrer des jeunes motivés, compétents pour répondre à une réelle demande de recrutement. C'est une bonne initiative qui va permettre nous employeurs aujourd'hui à trouver des créneaux pour nous pérenniser des emplois pour des jeunes. Parce que pour moi, les jeunes de la Martinique, c'est l'avenir. Et c'est en manière que vous y rentrer en dedans société économique là, par peut-être des petits emplois précaires de vacances, qui fait que vous y montrer que vous avez une expérience, vous pouvez être motivé pour demain matin, vous pouvez faire poste, vous pouvez mettre griffier en terre pour vous en poste. Pourquoi pas à responsabilité dans l'entreprise. L'opération Job Vacances a fait ses preuves. Depuis sa première édition, il y a 5 ans, elle a montré qu'elle pouvait être un bon tremplin pour des jeunes en recherche d'emploi. Job Vacances,
Là aussi, c'est en amont, c'est important. Tout à fait. Tout est dit dans le reportage. Celui qui a eu l'opportunité de faire un job vacances, il a mis le pied à l'étrier du monde du travail. Et ils ont besoin d'être aidés à cela. Parce que, d'ailleurs, ça a toujours été de tout temps. Hein. On n'a pas de job vacances comme ça. Hein. Il faut... Alors, d'abord, il faut être débrouillard. Pour trouver. Pour trouver, il faut aller chercher. Il faut déjà vouloir. Et ensuite, il faut rencontrer les personnes. Et ça, c'est fondamental. Fort-de-France, à une époque, a été fer de lance de cette affaire. Et à mon sens, ce sont des choses qu'il faut faire pour aider nos jeunes. Jeunesse, ouais. Pour aider nos jeunes, il faut les accompagner parce qu'en fait, moi je le dis très bien, hein, à une époque, on faisait des jobs à la Toussaint, dans les cimetières. Et cela nous a érigés, ça nous a permis de... C'est important qu'un jeune puisse avoir un job vacances. Donc c'est important de l'aider, de les aider à avoir cela. C'est extrêmement important. Bien, l'atelier Récit de vie, ça vous dit? Récit de vie, récit de quartier. Oui, bien sûr. C'est un atelier d'écriture pour les personnes âgées, pour mettre en récit leur vie. Oui. Vous allez nous faire votre récit de vie, non? Pas pour aujourd'hui, non? Ah, pas pour aujourd'hui. C'est une histoire longue. C'est vrai? Bon, ben allez, la prochaine fois, on fera le récit de vie d'Alain Alfred, mais pour l'heure, allez, on va dans l'atelier de récit de vie, récit de quartier. Ce matin, à la cyberbase de Fontbernier à Schœlcher, s'est déroulée la clôture des ateliers Récits de vie et Récits de quartier. En effet, 25 seniors ont participé à cette activité dont l'objectif était de réaliser le livre de sa vie, d'écrire son récit de vie sous forme de livre grâce à un concept de biographie numérique interactive. À travers ces ateliers, les participants ont pu ainsi rassembler et organiser leurs souvenirs tout en apprenant à utiliser l'outil informatique. L'idée, c'était de travailler autour de la mémoire et des nouvelles technologies. Donc nous avons utilisé une application qui permet d'écrire son histoire de vie, mais de manière numérique. C'est-à-dire qu'à travers des photos, des images, des documents et des vidéos, en fait, on peut retracer l'histoire de sa vie. Pendant ces 5 semaines, on va dire, ou 6 semaines, elles ont été à fond dans le projet. Il y en a qui ont même passé des nuits blanches pour pouvoir restituer leur travail aujourd'hui. Pour les seniors qui ont participé à ce projet, l'expérience s'est révélée extrêmement profitable dans le domaine cognitif et social. Apprendre, stimuler sa mémoire et créer du lien, tels sont les objectifs atteints. Ma participation à l'atelier, je l'ai trouvée intéressante. J'ai surtout découvert le logiciel qui permet d'écrire le récit de vie. Mon récit de vie est loin d'être abouti, mais j'ai un travail énorme à continuer. Un bilan très positif, ça m'a donné envie de continuer la recherche d'une part, et d'autre part de faire un petit peu un travail de généalogie aussi pour essayer de retrouver au niveau des dates de naissance, les liens entre les différentes photos et de savoir qui était qui, l'époque des photos. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Pour la ville de Schœlcher, ce programme s'insère dans la politique communale qui entend apporter aux seniors du bien-être, mais aussi lutter contre l'isolement et repousser la dépendance. Au niveau de la municipalité de Schœlcher, nous accordons une grande importance au bien vieillir dans la commune, bien grandir aussi, enfin bien vivre de manière générale. Et nous avons donc en 2013 élaboré un schéma gérontologique communal qui est un plan d'action sur 5 ans avec différents axes de travail, dont l'axe accès à la culture et aux loisirs. Et dans cet axe-là, nous avions prévu une action qui s'appelle Parole Grand Moon, dans lesquelles les personnes pourraient raconter leur quartier, leur vie, etc. Au vu du succès de cette opération, la prochaine édition est déjà en préparation. La ville de Schœlcher contribue donc, avec l'aide de ses partenaires, à la cohésion sociale et à l'émergence du lien intergénérationnel. Belle vie. Belle vie et très belle idée. C'est quelque chose de fondamental parce qu'en fait, il y a de très belles histoires partagées par beaucoup de gens. Il y a des gens qui font profession d'écrivains, qui racontent de belles tranches de vie. Mais chacun a une belle tranche de vie, chacun à travers ses malheurs, à travers les lieux. Alors, il y a l'histoire là, à travers cette activité, c'est d'abord raconter une histoire, son histoire,
mais aussi celle du quartier, j'ai entendu. Et ça, c'est important. Nous le savons en tant avec que toute cette transformation, par exemple. Oui, voilà, avec les transformations, il faut se souvenir. Il faut avoir la mémoire. La mémoire, et en plus, il s'agit de nos aînés, et donc de personnes qui ont vécu des choses que les autres, que ceux qui viennent ne vivront pas, mais qui sont néanmoins les marches sur lesquelles sont construites la vie des gens actuels et des enfants à venir. Donc, il faut laisser des traces. Et chacun a quelque chose à raconter, quelque chose de beau à raconter. Et l'outil numérique, là encore, parce qu'on a commencé avec ça, on disait que c'était mis à la disposition des jeunes des écoles. Et là, on le voit à la disposition des aînés. Moi, je sais que les aînés, lorsqu'ils se saisissent de ça, ils sont capables de vous répondre à un mail à 2 h du matin, ce que le jeune ne fera pas. Mais ils deviennent passionnés et c'est vrai qu'il faut leur restituer cet outil, leur permettre d'y accéder. C'est très bien, c'est une excellente idée qui allie à la fois la cohésion sociale, la mise à disposition de l'outil numérique pour des générations des aînés, c'est formidable. Et puis la cohésion de quartier, la vie de quartier, c'est formidable ça. Parce qu'en fait, la connaissance du quartier, elle est partagée. Absolument. Ce que peut raconter l'un peut être corrigé par ce que raconte l'autre. Ou encore associé à. Associé à. Et donc, c'est fondamental, c'est la vie. Ouais. L'autre vie, c'est comment déconstruire le mode de bad boy. Là aussi, c'est une vie, hein. C'est une vie, mais le bad boy, est-ce que c'est celui qui va prendre son fusil et qui va tirer? Est-ce que c'est pas juste un nom, bad boy? Enfin, c'est toute une histoire que vous avez voulu faire au niveau de la ville de Fort-de-France pour déconstruire justement le modèle de bad boy. Oui, c'est une préoccupation. C'est une préoccupation importante. Moi qui suis en charge des écoles, des enfants et de la famille, c'est une problématique qu'il nous faut aborder. Parce que beaucoup reproduisent des attitudes, reproduisent des comportements, ils ne savent pas dans quel engrenage ils se mettent et la réalité, le vrai fond de cette affaire. Donc il nous appartient à tous, c'est un peu l'interpellation que nous avons fait avec la ville de Fort-de-France, interpellation sur comment déconstruire le modèle bad boy. Ça veut dire qu'il faut se poser la question sur les valeurs véhiculées, le vrai fond. Est-ce qu'il y a un fond positif? Est-ce qu'il y a un fond négatif? Est-ce qu'il y a un faux semblant? Est-ce qu'il y a une réalité profonde? Donc, c'est une interpellation, mais c'est une interpellation qui doit nous permettre de changer les choses, de prendre conscience des choses, et donc qui doit nous amener à l'action. L'action, on regarde le reportage. La ville de Fort-de-France souhaite mener une politique de prévention de la délinquance. Pour s'inscrire dans la prévention, la compréhension du modèle bad boy et de ses codes paraît nécessaire pour pouvoir ainsi mener une réflexion et proposer un autre modèle à la jeunesse martiniquaise. L'objectif de cette conférence est de participer à une stratégie de prévention de la délinquance. Prévention de la délinquance, ce n'est pas simplement sur le plan répressif, mais c'est aussi sur le plan des modèles, des valeurs qui sont véhiculées dans la société. Et donc nous avons décidé de travailler avec l'éducation nationale, l'État, les médias, les producteurs, les artistes sur le modèle bad boy tel qu'il est véhiculé, les conséquences que ça peut avoir et sur la déconstruction de ce modèle et pourquoi pas proposer d'autres modèle aux jeunes Martiniquaises et Martiniquais pour qu'ils puissent se projeter dans l'avenir en connaissant leur identité, mais en étant aussi capables d'accepter ce qui vient de l'extérieur et de l'analyser. On va initier une réflexion qui va se poursuivre dans le temps sur nos gestes, nos pratiques, nos messages véhiculés à travers les médias, les réseaux sociaux, Internet, les clips, les chansons, etc. Et sur les conséquences que ça a sur la construction de modèles pour un jeune et la projection de ce jeune dans l'avenir. Différents acteurs de la société martiniquaise étaient présents lors de cette conférence. Le constat d'une responsabilité commune et multiple dans la diffusion de ce modèle bad boy s'est imposé. Le modèle bad boy, il est néfaste pour notre société. Alors, en même temps, les gens qui me regardent là, peut-être qu'ils auront cette impression. Mais en fait, ce qui se passe autour de nous, c'est vrai que c'est beaucoup véhiculé par les médias, la musique aussi, les vidéos.
Et que les producteurs de musique, par exemple, ont un travail à faire, et les médias aussi, par rapport à ce qu'ils diffusent. Notamment, nous, nos artistes, je sais qu'ils ont subi certains boycotts, alors qu'ils étaient dans le positif. Et on entend sur les mêmes médias des artistes qui diffusent un message négatif. Quand tu grattes un petit peu la jeunesse martiniquaise, moi je suis un vieux, donc tu vois, j'ai tendance à vite discuter avec les jeunes. Ils ont envie d'autre chose. Mais il faut qu'on leur fasse confiance avec leur code à eux, leurs nouveaux codes. Il y a des nouveaux codes, on vit en 2016. Si on a une jeunesse aujourd'hui qui part en travers, c'est qu'il faut peut-être se poser des questions sur nous aussi. Les adultes, les gens un petit peu au-dessus. Vendredi, une conférence-débat sur l'influence des images et de la musique sera proposée aux jeunes pour récolter leur vision et leur analyse de ce modèle bad boy. Et aujourd'hui, quelle sera la suite de cette première rencontre, Alors, Fred? Il y a d'abord un engagement ferme de la ville de Fort-de-France à engager, à mettre en œuvre des actions. Il me semble que ce n'est pas simplement souhaitable, c'est indispensable. Nous sommes convoqués à l'injonction d'avoir à mettre en place des éléments de remédiation, parce que les jeunes qui viennent reproduisent des comportements, les amplifient, et le dialogue ne peut pas s'instaurer. Parce qu'en fait, on est en déconnexion totale avec la réalité et leur réalité. Il faut quand même peut-être instaurer des ponts et puis leur donner de bons modèles, en tous les cas des modèles qu'ils peuvent comprendre, saisir. Il s'agit de véritablement... Comprendre leur code, comme il disait. À la fois comprendre leur code, mais leur permettre de comprendre la réalité des choses. Parce qu'en fait, quand on prend une posture, bien souvent, on la garde pour longtemps. Et il ne s'agit pas simplement de dire qu'il y a stigmatisation et que c'est le regard de l'autre qui est négatif. Il faut savoir aussi ce que l'on renvoie comme image qui permet une bonne ou une mauvaise prise en compte. Donc en fait, il s'agit véritablement d'ouvrir le débat avec les jeunes, d'ouvrir le débat, nous le disons assez largement dans le reportage, ce sont les adultes qui sont en cause. Les enfants sont des éponges, ils reproduisent. Et donc, ce que font les adultes de bien, les enfants le tiendront pour tel. Oui. Ce qu'ils font de mal, les enfants le reproduiront assurément et le tiendront peut-être comme un modèle. C'est ça. Donc, si on veut changer de modèle, il faut déjà changer les adultes, le comportement des adultes, le regard des adultes, l'attitude des adultes, la capacité des adultes à expliquer et expliciter ce qu'ils font et les prolongements possibles de ce qu'ils font. Je ne vous invite pas à dévoiler la plaque, je suppose que vous y étiez. C'était la plaque des arbres de la négritude en hommage à Césaire, Senghor et Damas. C'était au Grand Carbet du Parc Floral. On regarde ce reportage et on en parle juste après pour ces arbres. Ce matin, dans les jardins du parc culturel Aimé Césaire, ont été dévoilées les plaques des arbres de la négritude. Ces 3 arbres, symbolisant Léon Gontran Damas, Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire, ont été plantés des mains de ce dernier. Un beau carré, un courbaril et un baobab se dressent donc dans ces jardins pour rappeler l'enracinement de ces hommes à leur terre, mais aussi l'élévation de leur esprit. Ce dévoilement de plaques coïncide également avec la commémoration de la disparition d'Aimé Césaire il y a maintenant 8 ans. Ces 3 arbres ont été plantés en présence d'Aimé Césaire le 26 juin 2006. Aujourd'hui, nous sommes venus dans le cadre de la commémoration du décès d'Aimé Césaire, 2 ans après la plantation de ces arbres. Nous sommes venus avec les enfants de l'école des Terres Saint-Ville à poser des plaques pour signifier justement à chaque visiteurs du parc, mais aussi à chaque Martiniquais, le sens de ces arbres. Ce ne sont pas simplement des arbres, ce sont des symboles des 3 fondateurs de la négritude, les symboles d'un mouvement de pensée qui tend à faire que chacun de nous, où que nous soyons, participe d'une même humanité. Et c'est le message que je souhaite et que je veux aussi faire passer aux jeunes générations, aux enfants qui sont l'avenir de la société martiniquaise, de façon à ce qu'ils puissent construire avec nous, mais construire une société martiniquaise qui soit plus solidaire, qui soit plus apaisée, qui soit plus juste et qui permette le bonheur et l'épanouissement à la fois individuel et collectif. Pour ces 3 hommes illustres, notamment Aimé Césaire, la culture était une nécessité, un impératif et un devoir. Ces arbres symboles nous le rappellent. Les 3 beaux arbres d'ailleurs, que le grand public martiniquais 3 arbres symboliques. Ouais.
Et nous avons planté ces arbres. Césaire était là, le docteur Aliker également. Absolument. Ça fait 8 ans maintenant qu'il nous a quittés. Et donc, ils ont grandi, ces arbres. Ils étaient à peine à 1 mètre, 1 mètre 50 à l'époque. Il s'agit là de symboles, le symbole de la négritude. Et il s'agit pour nous de transmettre aux enfants. Et là, il y avait des élèves de Jean-Baptiste Roy-Msim, l'école des Terres Saint-Ville, qui ont dévoilé la plaque avec M. le maire. Et donc, il s'agit de la transmission. Tout ce que nous faisons à nos âges, maintenant, ce n'est pas pour nous, c'est pour ceux qui viennent. Donc, il s'agit de transmettre l'histoire, la culture. Ce parc Aimé Césaire, désormais, avec ses 3 arbres, doivent être considérés comme étant le cœur d'où bat l'histoire, la culture des Martiniquais. Césaire l'a voulu, ce parc. Souvenez-vous, il a fait, en tant que maire, l'acquisition de ce parc qui était l'ancien hôpital militaire. Qui était Gallieni, l'ancien hôpital militaire, ancien camp militaire. Il a acheté ça au prix fort à l'État. Il en a fait la ruche après la ruche du Cermak, la ruche qu'a connue, qui a visité François Mitterrand lorsqu'il était candidat à l'élection avant 81. Il y avait aussi donc, les parcs de Floralie. Alors, qui a été le parc des Floralies. Ce même parc a été le parc des Floralies. Il y a d'ailleurs un musée à l'intérieur. Il faut maintenir tout ça, il faut remettre ça debout. Ce n'est pas facile. Les travaux vont recommencer. Ce n'est pas facile, oui, bien sûr, parce qu'il s'agit d'avoir les financements pour restituer les choses dans l'état, pour ne pas laisser les choses dépérir. Et puis c'est là d'où doit battre le cœur culturel de Fort-de-France. Je me souviens, enfant, avoir vu des choses merveilleuses, des ateliers de musique de toute nature, de peinture, de danse. Et là, c'était une vraie ruche. Je regrette que nos enfants n'aient pas connu, ceux d'aujourd'hui ne connaissent pas ce Cermak-là de l'époque, même si les activités sont un peu éparses. Ils sont sur ce site et puis aussi sur l'espace Camille d'Arcière. Donc la volonté existe toujours, les enfants qui y sont inscrits. Mais ce parc avait la particularité que d'être la ruche. Lorsqu'on avait lâché son enfant à l'intérieur, il avait de quoi se remplir les yeux pendant toute la journée et éventuellement de s'inscrire dans toutes les dynamiques culturelles possibles. C'était quelque chose de merveilleux et il faut continuer cela. C'est un combat à mener parce que c'est une vraie lutte. D'ailleurs, les gens du Cermak se disent militants culturels. C'est vraiment de cela dont il s'agit. Dernier sujet, Alain Alfred, c'est le chiffre du chômage pour 2015 qu'a dévoilé donc l'INSEE. Qu'en est-il aujourd'hui? Qu'en est-il pour la Martinique? On regarde ça en images. L'INSEE vient de publier les résultats de l'enquête emploi en continu en Martinique pour l'année 2015. Il en ressort une stabilité du chômage en 2015. En effet, 155 000 personnes sont actives en Martinique, 126 000 ont un emploi et 29 000 sont au chômage. Entre 2014 et 2015, la population active a diminué de 6 000 personnes. En Martinique, le chômage concerne donc 19% des actifs en moyenne en 2015 comme en 2014. L'enquête emploi en continu est vraiment une enquête qui, comme son nom l'indique, est réalisée tout au long de l'année, puisque c'est en continu auprès des ménages. Donc des enquêteurs sont amenés à interroger les habitants sur le fait qu'ils travaillent ou non, c'est-à-dire l'ensemble de la population est concernée lorsque les personnes sont enquêtées. Et puis à partir de là, on détermine le chiffre du taux de chômage. Et c'est l'objet essentiel de cette enquête. La première des informations, c'est que le taux de chômage se stabilise. Il est à hauteur de 19%, ce qui est le moins élevé des 3 DFA. Donc c'est une nouvelle quand même qui est pas trop mauvaise. Ensuite, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la population active, c'est-à-dire le nombre de personnes susceptibles de travailler, elle diminue assez fortement. Et ça, c'est en grande partie lié au fait que il y a une migration qui est continue, notamment de la part des jeunes actifs.
comme la plupart des chiffres de l'INSEE, ce sont des chiffres qui sont destinés aux décideurs économiques locaux, voire nationaux, et qui leur permettent d'évaluer l'impact d'un certain nombre d'actions qu'ils auraient pu mener par le passé, et surtout de voir si l'évolution va dans le bon sens ou pas. D'après l'INSEE, la Martinique est la région des Antilles-Guyane où le taux de chômage est le plus bas. Le taux de chômage en Guadeloupe est de 23,7% et celui de Guyane, 22%. La Martinique, meilleur taux, le plus faible taux, pas meilleur taux, mais le plus faible. Oui. Alors, moi, je crois que c'est conforme à ce que le député et président de région avait indiqué à l'époque. J'entends qu'il y a moins 6 000 chômeurs, donc création de 6 000 emplois sur l'année 2015. Cela correspond tant soit peu à ce qui avait été indiqué par lui-même. Il avait osé annoncer un chiffre, il avait dit 5 000 emplois, on lui a rétorqué par tous les discours possibles que bon, c'était quelque chose qui n'était pas possible. Je crois qu'en mettant une société en dynamique, eh bien, malgré d'ailleurs le solde migratoire qui n'est pas en notre faveur, puisqu'on note bien que beaucoup de jeunes partent. Beaucoup de jeunes partent. Et ça, c'est une donnée non négligeable. Eh bien, on voit qu'il y a eu une dynamique sur cette période. Donc, ce que je souhaite, c'est que pour la période à venir, qu'on puisse encore continuer sur cette perspective. On est à 19% de taux de chômage. Si on peut encore descendre, nous serons un pays heureux et peut-être attractif, y compris pour les nôtres qui partent. Et qui reviennent. Mais je crois que bon, eh bien, il y a eu un travail de fait. Je pense que la société tout entière s'est mise en dynamique, s'est mise en mouvement pour atteindre ces objectifs-là. Et c'est très bien, il en est très bien ainsi. Moi, je pense que cela doit retenir l'attention. Alain-Alfred, nous arrivons au terme de cette émission. Merci d'avoir participé. Merci. Le mot de la fin, c'est pour vous. Oui, je vous remercie d'abord de m'avoir invité et je dis à vos téléspectateurs simplement que bien, les hommes publics doivent être dans l'action permanente. Ils doivent être aussi dans la vision pour permettre que le citoyen qui n'a pas de responsabilité autre que de choisir soit en capacité de lui-même s'inscrire dans une dynamique, lui-même faire des projets. Et c'est cela dont il est question quand on parle de l'action publique. C'est cela dont il s'agit lorsque les hommes politiques doivent se mettre au service, mais pas seulement eux, y compris ceux qui sont dans le monde associatif, sportif et autres. Nous ne sommes pas décideurs, nous sommes des acteurs sous l'injonction de ceux qui nous font confiance. Merci. Merci Alain-Alfred, merci également à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette édition. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre 7 jours en Martinique. D'ici là, belle semaine à vous. À très bientôt.